Il y a une douleur silencieuse que peu de gens osent nommer, celle de couper les liens avec sa propre famille. Dans l'imaginaire collectif, celui qui s'éloigne est souvent perçu comme froid, ingrat, voire cruel. Mais si, en vérité, c'était lui qui voyait ce que les autres refusent encore de regarder. Carl Jung a affirmé que devenir soi-même exige de rompre avec l'inconscient collectif, et parfois cela commence dans notre propre maison. Ce qu'on appelle communément loyauté familiale peut aussi être un piège invisible, une prison tissée d'attentes, de silence et de rôles imposés dès l'enfance. Dans certaines familles, l'amour n'est pas un lien libre, mais une dette. On vous aime si vous correspondez. On vous respecte si vous vous taisez. Et quand vous commencez à questionner les règles tacites, l'hostilité se réveille. Ce que la société voit comme une trahison, s'éloigner, poser des limites, refuser certains contacts, peut en réalité être un acte de lucidité, le fruit d'années à essayer, à espérer, à pardonner, jusqu'au moment où le corps, l'âme ou l'esprit dit « assez ». Jung nous enseigne que l'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes, exige parfois une rupture, pas par haine, pas par vengeance, mais parce que rester dans certaines dynamiques revient à trahir sa propre vérité. C'est souvent le plus sensible, le plus éveillé qui coupe les liens, non pas parce qu'il rejette l'amour, mais parce qu'il ne veut plus vivre dans une maison où l'amour est conditionnel. Rompre dans ce contexte n'est pas un acte impulsif, c'est une décision lente, douloureuse, mûrie dans le silence des nuits sans sommeil. Et quand elle arrive, elle choque, non parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle révèle ce que personne ne voulait voir. Alors non, ce n'est pas toujours de la froideur. Parfois, c'est le courage de choisir la vie, même quand cela signifie marcher seul. Quand Jung parle de l'inconscient, il ne se limite pas à l'individu. Il évoque aussi ce qu'il appelle l'inconscient collectif, ce champ invisible où s'accumulent les mémoires, les symboles, les peurs et les tabous d'un groupe. Et la famille, elle aussi, a son propre inconscient. Naître dans une lignée, ce n'est pas seulement hériter d'un nom, d'un patrimoine ou de traits génétiques, c'est aussi recevoir des blessures qui n'ont pas été guéries, des histoires qui n'ont jamais été racontées et des douleurs que personne n'a osé regarder en face. Chaque famille construit, consciemment ou non, un terrain psychique partagé, un espace où circulent les non-dits, les pactes de silence, les rôles figés et les vérités interdites, des vérités qu'on sent mais qu'on n'a pas le droit de formuler. Dans ce climat, celui qui commence à poser des questions dérange l'équilibre. Il réveille l'ombre familiale, ce réservoir de conflits, de peurs et de désirs réprimés que tous ont appris à ignorer. Ce que Jung appelait l'ombre est cette partie de nous que nous refusons de voir. Et dans une famille, l'ombre devient souvent une affaire collective, une faute enterrée, une blessure transmise, une vérité trop dangereuse pour être dite. Quand un membre commence à voir cette ombre, à ressentir l'injustice, l'étouffement, la manipulation ou l'absence d'amour authentique, il devient un miroir. Et les miroirs, dans certaines familles, sont insupportables. Rompre avec sa famille, ce n'est pas seulement fuir une relation, c'est aussi tenter de sortir d'un champ magnétique fait de loyauté inconsciente, de fidélité toxique et de scénarios qui se répètent depuis des générations. Et c'est là que réside le drame. Même quand le cœur aime encore, la psyché dit stop, car rester, parfois, c'est continuer à porter ce qui ne nous appartient pas. C'est hériter, par obéissance, de chaînes que personne n'a jamais choisi de briser. Dans certaines familles, on ne dit pas les choses.
on les fait sentir. On ne formule pas les règles, mais on les applique avec une précision glaçante. Il existe un contrat invisible, tissé bien avant notre naissance, auquel chacun est sommé d'obéir. Ce contrat dicte qui a le droit de parler, qui doit se taire, qui porte les attentes, qui encaisse la colère, qui est valorisé et qui sera sacrifié pour maintenir l'équilibre apparent. C'est un jeu de rôle ancestral, si bien huilé qu'il devient presque naturel. Jung nous montre que le psychisme collectif d'une famille cherche à maintenir sa cohésion. Mais cette cohésion a un prix. Elle repose souvent sur des compromis inconscients, sur des renoncements intimes, sur le refoulement de l'authenticité. Et quand quelqu'un dévie du script, quand il commence à dire ce qui dérange, à poser des limites, à nommer ce qui a été nié, la punition ne tarde pas. Elle est rarement brutale. Elle est plus perverse, plus discrète, mais terriblement efficace. On détourne le regard, on change de sujet, on fait sentir qu'on a exagéré, on retire l'affection, on crée un climat d'hostilité diffuse. Et alors, un message s'imprime dans la chair. Si tu veux être aimé, tais-toi. Si tu veux appartenir, joue le jeu. Ce contrat est d'autant plus puissant qu'il n'est jamais nommé. Il opère dans l'ombre, avec la force d'un dogme familial. Rompre avec lui, c'est vivre un séisme intérieur, c'est perdre la sécurité du connu, risquer l'exclusion, affronter la solitude, mais ne pas le rompre, c'est s'abandonner, c'est consentir, jour après jour, à la lente érosion de soi. Celui qui brise le silence ne cherche pas à détruire la famille. Il cherche à sortir du mensonge. Et pour beaucoup, c'est une question de survie psychique. Dire la vérité, là où le mensonge fait loi, c'est déjà un acte révolutionnaire. Dans chaque famille, il y a parfois un être à part, un enfant ou un adulte qui sent ce que les autres s'efforcent de ne pas voir. Il perçoit les tensions dans les silences, les blessures derrière les sourires, les manipulations sous les gestes d'affection. À première vue, il semble trop sensible, trop émotif, trop compliqué. En réalité, il est lucide. Ce que Jung appelait la fonction intuitive, cette capacité de sentir ce qui est caché, est souvent suractivée chez celui qui devient le truth teller, le porteur de vérité, non pas par choix, mais parce que son corps, son âme, son attention ont dû se développer en terrain miné. Dans une famille où l'amour est mêlé au contrôle, où la tendresse est conditionnelle, où la vérité dérange, la sensibilité devient un mécanisme de défense. Être attentif, c'est survivre. Lire entre les lignes, c'est éviter les coups. Anticiper, ressentir, observer, c'est se protéger. Ce truth teller est souvent l'enfant silencieux dans un coin, l'adolescent rebelle, l'adulte qui s'éloigne. On le critique pour son exagération, son besoin de distance, son hypersensibilité. Mais ce que l'on nomme faiblesse est en réalité un raffinement psychique, une vigilance née du chaos. Il voit, il ressent, il comprend avant les autres, et c'est précisément pour cela qu'il dérange, car sa simple présence remet en question la version officielle de l'histoire familiale. Il ne joue plus le jeu, il n'accepte plus les excuses, il ne rit plus aux blagues qui humiliaient, il ne veut plus faire comme si. Alors il devient l'étrange, le distant, l'incompris. Mais au fond, c'est souvent lui qui porte la plus grande loyauté, celle envers la vérité, celle envers la vie authentique, même au prix de la rupture. Et parfois, la rupture est la seule façon de préserver ce qu'il y a de vivant en soi. Dans la dynamique familiale, celui qui dérange est souvent désigné comme celui qui est malade. C'est une inversion cruelle mais fréquente. Le plus conscient, le plus sensible devient le symptôme apparent d'un système malade
qui refuse de se regarder. Carl Jung comprenait bien cette mécanique. Il savait que ce que la famille rejette dans un de ses membres est souvent ce qu'elle refuse de voir en elle-même. Et ainsi naît le bouc émissaire, celui sur qui on projette la peur, la honte, la colère, les failles que l'on ne peut pas assumer. Dans le langage thérapeutique, on parle parfois de patient identifié. C'est celui qui manifeste la douleur, celui qui exprime le mal, être que tous ressentent, mais que personne n'ose nommer. Il devient le porteur de la tension collective. C'est lui qu'on envoie chez le psy, c'est lui qui explose, qui se replie, qui fait une dépression, qui coupe les ponts, et alors, on dit « Tu vois, il est instable, il a toujours été fragile, il est ingrat ». Mais rarement on se demande « Qu'est-ce que ce symptôme révèle du système ?» Le patient identifié n'est pas le problème, il est le signal d'alarme. Il est cette fièvre qui montre que le corps est en lutte. Sans lui, la maladie resterait enfouie. Dans certaines familles, l'équilibre repose sur un déséquilibre caché. Chacun joue son rôle, chacun évite le vrai conflit, et le seul qui ose rompre ce pacte de silence devient la cible, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est devenu dangereux pour l'illusion commune. Jung nous invite à aller au-delà des apparences, à voir que celui qui est rejeté, isolé ou ridiculisé peut être le plus éveillé, celui qui, par sa souffrance, met en lumière ce que personne n'a encore eu le courage d'affronter. Rompre, dans ce contexte, n'est pas un caprice, c'est un acte de santé mentale, une tentative de ne plus être le symptôme, mais de devenir enfin sujet de sa propre histoire. Dès l'enfance, chacun reçoit un rôle à jouer dans la famille. Le gentil, le fort, le médiateur, le responsable, le sauveur, le silencieux ou le problème. Ces rôles ne sont pas choisis. Ils sont attribués, souvent inconsciemment, pour maintenir l'équilibre émotionnel du groupe. Mais à quel prix ? Carl Jung a nommé individuation ce long processus par lequel l'être humain se libère des identités imposées pour devenir enfin lui-même, entier, complexe, unique. Or, on ne peut pas s'individuer tant qu'on joue un rôle pour appartenir, tant qu'on cherche à plaire, à ne pas déranger, à coller à une image. Dans une famille dysfonctionnelle, ces rôles deviennent des prisons. Le Golden Child, l'enfant modèle, sacrifie sa spontanéité pour mériter l'amour. Le sauveur s'épuise à réparer ce qui ne peut pas l'être. Le bouc émissaire incarne les tensions refoulées. Et quand l'un d'eux commence à se questionner, à dire non, à poser des limites, à exprimer un autre visage de lui-même, l'équilibre vacille. La famille se défend. Elle dira « Tu as changé, tu n'étais pas comme ça, tu nous rejettes. » Mais ce n'est pas un rejet, c'est une renaissance. S'individuer, c'est avoir le courage de décevoir les projections, de ne plus porter les attentes des autres, de se retirer parfois pour pouvoir se retrouver. Jung disait que l'individuation implique souvent un retrait temporaire du collectif. Cela ne signifie pas couper les liens par haine, mais prendre la distance nécessaire pour entendre enfin sa propre voix, loin du vacarme des injonctions familiales. Et parfois, cette distance devient durable, non par fermeture du cœur, mais parce que le retour n'est plus possible. Car une fois qu'on a vu, une fois qu'on s'est libéré, il devient impossible de rejouer le rôle. On ne devient pas soi en répétant une pièce écrite par d'autres. Il faut parfois sortir du théâtre pour enfin respirer. De l'extérieur, tout semble calme. Les repas de famille ont lieu, les photos s'accumulent, les sourires tiennent encore. Mais à l'intérieur de celui qui s'apprête à rompre, quelque chose meurt depuis longtemps, une lente asphyxie de l'âme, une douleur quotidienne, si subtile qu'elle en devient invisible.
ce n'est presque jamais une dispute violente qui provoque la rupture. C'est plutôt une accumulation silencieuse, une mort par 1000 coupures, le regard qui juge, le commentaire qui humilie, l'absence d'écoute, la parole niée, le besoin ignoré. Chacune de ces micro-violences, prises isolément, semblent anodines, mais répétées jour après jour, année après année, elles usent, elles rongent, elles détruisent la confiance en soi, la joie, le sentiment d'exister. Et puis un jour, sans crier gare, la clarté surgit. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une explosion, c'est un silence intérieur d'une lucidité tranchante. On voit, on comprend, on sait. À ce moment-là, ce n'est pas la colère qui parle, c'est la conscience, une conscience glacée, mais limpide. Le corps ne veut plus, l'âme ne peut plus, et la personne part, parfois sans bruit, parfois en laissant une lettre ou un simple silence prolongé. La société voit cela comme une fuite, mais ceux qui l'ont vécu savent, ce n'est pas une fuite, c'est un dernier acte de survie. On ne coupe pas pour punir, on coupe pour ne pas se perdre davantage. Il faut comprendre ceci. Très souvent, celui qui part a tout tenté avant. Il a dialogué, pardonné, espéré, négocié, minimisé. Il a porté seul l'effort de la paix, jusqu'à comprendre que ce n'était pas lui le problème. Le point de rupture n'est pas un accident, c'est un choix tragique, mûri dans la solitude, et parfois le seul choix possible pour sauver ce qu'il reste de vivant en soi. Si partir est si difficile, ce n'est pas seulement à cause de l'attachement, c'est aussi à cause de l'arsenal symbolique que la famille, la culture et la religion ont érigé autour de l'idée de loyauté. Honore ton père et ta mère. La famille, c'est sacré, le sang est plus fort que tout. Ces phrases ne sont pas neutres, elles forment une cage dorée. Elles sont utilisées, parfois consciemment, souvent inconsciemment, pour maintenir les individus dans un rôle de loyauté silencieuse, même au prix de leur propre souffrance. Carl Jung savait que la culpabilité est une des forces les plus archaïques de la psyché. Elle naît quand nous nous détournons du chemin attendu, même si ce chemin nous tue à petit feu. Cette culpabilité, là, ne vient pas de notre cœur, mais de notre conditionnement. Elle est souvent renforcée par une morale religieuse rigide, qui confond obéissance et amour, sacrifice et vertu. On nous enseigne à pardonner sans cesse, à nous taire, à porter la croix familiale, comme si souffrir était noble. Mais il faut distinguer deux formes de culpabilité. La culpabilité saine, qui naît quand on trahit nos propres valeurs, et la culpabilité toxique, qui surgit quand on ose vivre une vérité qui contredit le scénario familial. Celui qui coupe les liens, même pour des raisons justes, est souvent envahi par cette deuxième forme. Il doute, il se juge, il vacille, non pas parce qu'il a commis une faute, mais parce qu'il a osé sortir du rôle assigné. Et le système le sait. C'est pourquoi la culpabilité est si souvent utilisée comme outil de contrôle affectif. On dit « tu nous blesses, tu nous tournes le dos, tu brises la famille », mais on ne parle jamais de la douleur qui a précédé la rupture. Briser le lien, dans ces conditions, demande une force intérieure immense. C'est un acte d'intégrité radicale. Choisir la vérité intérieure, même quand le monde entier crie que vous avez tort, rester dans une dynamique familiale destructrice, c'est parfois plus dangereux que partir. Ce n'est pas seulement une question de mal. Être personnel, c'est une question de transmission, car ce que l'on tolère, on enseigne. Ce que l'on cache, on lègue. Ce que l'on endure en silence devient un modèle silencieux pour ceux qui nous regardent vivre. Jung nous montre que ce que nous refusons d'intégrer dans notre conscience devient une ombre. Et cette ombre,
nous la transmettons, pas par volonté, mais par mécanisme. Elle passe dans les gestes, dans les mots qu'on évite, dans les regards, dans les silences. Elle s'inscrit dans la psyché de ceux qui viennent après nous. Quand un adulte continue de jouer un rôle dans sa famille, en se niant, en se taisant, en acceptant l'humiliation ou la manipulation, il montre à ses enfants que l'amour doit faire mal, que l'appartenance exige le sacrifice de soi, que les limites ne sont pas permises. C'est ainsi que se perpétue le traumatisme générationnel, non dans les faits seuls, mais dans les dynamiques non transformées. Rompre dans ce contexte devient un acte éthique, une coupure qui n'est pas un rejet, mais un choix de ne pas contaminer les générations suivantes avec le non-dit, la colère refoulée, l'angoisse intériorisée. Celui ou celle qui dit non à une famille malade ne coupe pas seulement pour lui-même. Il interrompt une chaîne. Il pose un acte de protection. Il offre à ses enfants, biologiques ou symboliques, la chance de grandir dans un autre climat, celui de la clarté, du respect, de la vérité. Rester, parfois, c'est pactiser avec l'abîme, c'est devenir complice d'un scénario destructeur, simplement parce qu'on n'a pas osé en sortir. Mais sortir, c'est tracer une nouvelle voie, c'est refuser d'être le messager d'un mal ancien, c'est semer, dans le silence douloureux de la rupture, les graines d'une histoire différente. Couper les ponts avec sa famille ne provoque pas un seul type de douleur. C'est un deuil hybride, complexe, souvent incompris. Car on ne pleure pas la mort d'un être, on pleure la mort d'un lien, la fin d'un espoir, la chute d'une illusion qui nous a soutenus pendant des années. Il y a d'abord le soulagement, le calme après le chaos, le silence après des années de tension, le souffle profond qu'on n'avait pas pris depuis l'enfance. On retrouve l'espace mental, la paix corporelle, la sensation d'exister sans surveillance intérieure constante. Mais ensuite, souvent de façon inattendue, arrive le manque, un vide étrange, non pas forcément de la personne réelle, mais de ce qu'elle aurait pu être, du rêve de réconciliation, de l'amour qui n'a jamais eu lieu, du parent que l'on n'a jamais eu, mais qu'on a continué à attendre. C'est un deuil, sans rituel, sans cercueil, sans condoléances. Personne ne vous dira « Je suis désolé pour ta perte », pire encore. Certains vous diront que vous êtes responsable, que vous avez exagéré, que vous allez regretter. Ce deuil inclut aussi une solitude sociale. Les fêtes, les mariages, les anniversaires deviennent des territoires minés. Vous sentez l'absence dans les yeux des autres, dans les questions gênées, dans les comparaisons, et il y a les déclencheurs. Une odeur, une chanson, un repas, une phrase qui réactive, l'espace d'un instant, l'enfant en vous, celui qui espérait encore. Jung disait que le deuil est aussi une étape vers l'individuation. Il ne s'agit pas seulement de perdre, mais de se redéfinir, de vivre malgré la blessure, de reconstruire un sens, même dans l'absence, car ce manque ne disparaît pas, mais il devient supportable. Il devient parfois une source de création, de compassion, de profondeur. Il forge un être plus lucide, plus libre, plus vrai. Et un jour, on se surprend à sourire sans culpabilité. Non parce qu'on a oublié, mais parce qu'on a accepté. On a perdu une famille, mais on a retrouvé sa vie. Après la rupture, il y a un vide. Mais ce vide n'est pas la fin. Il peut devenir un espace de création, un sol neuf, fertile, où une autre manière d'aimer peut enfin émerger. Là où l'ancien lien s'est rompu, peut naître une famille choisie. Contrairement à la famille biologique, la famille choisie repose sur des liens libres, des relations tissées non pas par obligation, mais par réciprocité, par respect, par choix conscient. Ce sont des amitiés profondes, des partenaires de vie sincères,
des mentors, des âmes sœurs, des présences qui nourrissent au lieu de contrôler. Et surtout, ce sont des relations où l'on peut être soi sans jouer un rôle, où la vérité n'est pas une menace, mais une base commune, où les conflits ne sont pas niés, mais traversés avec maturité. Jung aurait dit que cette reconstruction est une étape du processus d'individuation. Une fois séparé du noyau familial ancien, l'individu n'est plus prisonnier de ses anciens rôles. Il peut choisir les relations qui soutiennent son devenir plutôt que de répéter les scripts du passé. Cela prend du temps, car la blessure enseigne la prudence. La peur d'être à nouveau trahi, rejeté ou manipulé reste présente, mais peu à peu, une nouvelle carte de l'amour se dessine. On apprend à poser des limites saines sans se sentir coupable. On apprend à recevoir sans méfiance. On apprend que l'amour vrai n'a rien à voir avec la dette, le contrôle ou le silence. Et souvent, on devient à son tour source de sécurité pour d'autres. On crée des traditions nouvelles, des fêtes douces, des espaces de parole, des gestes simples mais vrais. Ce que la famille d'origine n'a pas su donner, on apprend à le construire autrement. Non pas pour remplacer, mais pour réparer. Car la reconstruction n'est pas un effacement du passé, c'est une réinvention, une preuve qu'au-delà de la blessure, la capacité d'aimer profondément, librement, est toujours vivante. Il y a une image forte pour conclure ce chemin. Parfois, il faut tailler une branche malade pour que l'arbre survive, pas par cruauté, mais pour préserver ce qui est encore vivant, pour permettre à la sève de circuler ailleurs, plus librement, plus sainement. Rompre un lien familial toxique n'est pas un acte de haine, c'est un geste de préservation intérieure, une façon de dire « je choisis la vie, je choisis la vérité, je choisis de ne plus me trahir ». La société appelle cela froideur. L'inconscient familial crie à la trahison, mais Jung l'aurait vu autrement, comme une étape courageuse du processus d'individuation, une affirmation de l'âme contre les injonctions collectives. Car on ne sauve pas sa lignée en se sacrifiant, on ne sauve pas ses ancêtres en répétant leurs blessures, on les honore réellement en interrompant la chaîne, en refusant que l'ombre continue à se transmettre. Et cela demande une immense force, car le deuil, la culpabilité, la solitude vous accompagnent. Mais un jour vous regardez en arrière et vous voyez le chemin parcouru. Vous n'avez pas été dur, vous avez été lucide, vous n'avez pas détruit, vous avez mis fin à ce qui vous détruisait et à ceux qui doutent, qui vacillent, qui culpabilisent encore. Rappelez-vous ceci, ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas vous qui avez abandonné, c'est vous qui avez choisi de vivre éveillé, dans un monde où tant préfèrent dormir debout, élaguer l'arbre. Ce n'est pas renier ses racines, c'est leur donner une nouvelle chance, c'est créer un espace où l'amour, enfin, pourra respirer, où la vérité pourra circuler, où vous pourrez transmettre autre chose à ceux qui viendront après. Vous n'êtes pas froid, vous êtes réveillé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Merci d'avoir écouté avec votre cœur. Merci d'avoir eu le courage d'explorer un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Peut-être que cette vidéo a mis des mots sur ce que vous ressentez depuis longtemps. Peut-être qu'elle a réveillé des souvenirs, des douleurs, ou simplement une vérité que vous portiez en silence. Je vous invite à partager dans les commentaires ce que cela a réveillé en vous. Votre histoire peut éclairer celle d'un autre. Ici, vous n'êtes pas seul. Et si ce type de contenu résonne avec votre chemin intérieur, abonnez-vous à cette chaîne. D'autres vidéos arrivent, toujours avec cette même intention. Comprendre, guérir, transformer. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une rupture familiale douloureuse,
partagez-lui cette vidéo. C'est parfois un simple mot, une simple phrase qui change la façon dont on porte son histoire. À très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous libérer.